Une forêt est cachée, profondément enfouie dans les replis des plus anciennes cartes du monde. C'est un lieu oublié par la lumière du soleil et les cartographes, un labyrinthe enchevêtré d'arbres anciens dont les racines boivent des ruisseaux secrets. La mousse pend aux branches comme les barbes de géants endormis, et l'air sent la terre humide et la vieille magie. Au cœur même de cette nature sauvage silencieuse et respirante se dresse une tour. Elle n'est pas faite de pierres ordinaires. Elle semble tissée de clairs de lune et de chuchotements solidifiés, une aiguille de lumière nacrée perçant la canopée. C'est la tour des échos, un lieu qui non seulement existe, mais se souvient. Elle attend, patiente et éternelle, ceux qui sont prêts à écouter son histoire. La tour est plus qu'une structure, c'est un être vivant. Ses pierres pulsent d'une lumière faible et rythmique, comme un cœur endormi. Chaque étage est un souvenir, un sentiment, un fragment d'une vie vécue ou d'une peur profondément enfouie. Elle appelle, non pas avec un son qui peut être entendu par les oreilles, mais avec une attraction sur l'âme, une douce traction sur les fils des rêves. Elle fredonne des berceuses oubliées et résonne des pas fantômes de ceux qui ont essayé de la gravir auparavant. La tour défie tous ceux qui entrent. Elle ne leur demande pas la force du bras, mais la force du cœur. Elle exige qu'ils affrontent la seule chose que beaucoup passent leur vie à fuir, eux-mêmes. Une nuit, un héros, dont le nom était perdu dans son propre esprit éveillé, fut visité par un rêve. Il rêvèrent de la forêt silencieuse et de la flèche lumineuse. Une voix, douce comme des feuilles qui tombent, chuchota une invitation. Elle parlait de vérités oubliées et d'un monde qui avait besoin de guérison. Au réveil, le héros trouva une clé posée sur son oreiller. Elle n'était pas faite d'or ou d'argent, mais de lumière stellaire solidifiée, fraîche au toucher et bourdonnante d'une énergie magique faible. C'était la clé de la tour des échos. C'était une promesse et un fardeau, une carte qui ne menait pas à un lieu, mais à un voyage intérieur. Le rêve persistait, un écho tenace qui les tirait vers les bois oubliés. Avec l'étrange clé serrée dans leurs mains, le héros se mit en route. Le voyage fut long, à travers des terres qui s'étaient estompées de la mémoire, et à travers des rivières qui chuchotaient des noms oubliés. La forêt les accueillit avec un silence étrange, les arbres s'écartant comme s'ils attendaient leur arrivée. Là, tout comme dans le rêve, se tenait la tour. Elle semblait respirer dans le crépuscule. Son entrée, une arche simple et dénudée, sans porte. Le héros s'approcha, et comme ils levèrent la clé forgée par les étoiles, l'air devant eux scintilla. La serrure n'était pas dans une porte, mais dans l'air lui-même. La clé tourna avec un son comme un carillon unique et parfait, et le chemin à l'intérieur fut révélé, les invitant au cœur de l'écho. La première chambre fut un choc pour les sens. C'était une vaste pièce circulaire connue sous le nom de « chambre du temps brisé ». De grands pendules silencieux oscillaient de manière désynchronisée, leurs mouvements chaotiques et imprévisibles. L'air était rempli du son de 1000 horloges qui tic-taquaient, toutes indiquant un moment différent. Des éclats d'horloges cristallines flottaient comme des poussières dans l'air, chacune reflétant un instant différent, le premier pas d'un enfant, le dernier adieu d'un amant, le couronnement d'un roi. Le temps ici n'était pas une rivière, mais un miroir brisé. Le défi n'était pas de le réparer, mais de le naviguer sans se perdre dans les échos infinis de ce qui fut, de ce qui est et de ce qui pourrait être. Le héros devait marcher prudemment. Chaque pas pouvait les amener à un moment différent de leur propre passé. Un faux pas à gauche pouvait les plonger dans le souvenir d'un genou écorché de l'enfance, la douleur vive et réelle. Un pas à droite pouvait les piéger dans une boucle d'une discussion amère, les mots de colère se répétant encore et encore. Le tic-tac était une symphonie étourdissante de regrets et de nostalgie. Pour traverser la pièce, le héros devait se concentrer uniquement sur le présent, sur la sensation du sol frais sous leurs pieds et le rythme régulier de leur propre respiration. Il devait ignorer l'appel des sirènes d'hier et les terrifiants « et si » de demain. Cette pièce testait leur concentration et leur capacité à lâcher prise. Il était tentant de s'attarder dans un souvenir heureux, de se prélasser dans la chaleur d'un moment lointain. Il était tout aussi tentant d'essayer de changer un souvenir douloureux, de crier un avertissement à un jeune soi. Mais la tour ne permettait pas de changement. Elle ne demandait que l'acceptation. Le héros apprit à traverser sa propre histoire comme s'il s'agissait d'une galerie de statues, belles ou terribles, mais éternellement immobiles. Il devait reconnaître chaque souvenir, lui faire un signe de tête silencieux, puis continuer d'avancer, laissant le passé à sa place. Les pendules oscillaient sauvagement, mais le chemin du héros devint une ligne droite et inébranlable.
Finalement, après ce qui sembla une éternité et une seule seconde, le héros atteignit l'autre côté de la chambre. Un escalier en colimaçon, semblant tisser de la même lumière que l'extérieur de la tour, les attendait. Alors qu'ils posèrent le pied sur la première marche, le tic-tac chaotique derrière eux s'estompa, pour devenir un seul carillon harmonieux. La chambre du temps brisé avait été franchie. Le héros avait prouvé qu'il ne serait pas ancré par le poids de sa propre histoire. Ils avaient appris la première leçon de la tour. Le passé est un lieu d'apprentissage, pas un lieu où vivre. Le voyage vers le haut avait vraiment commencé. Le niveau suivant s'ouvrait sur un lieu de tranquillité trompeuse, le jardin de l'oubli. C'était un magnifique jardin éclairé par la lune, rempli de fleurs qui brillaient d'une douce lumière argentée. Chaque fleur était un souvenir oublié, non pas du héros, mais du monde lui-même. L'air était épais, d'un parfum doux et soporifique, qui promettait la paix et le vide béat de l'oubli. Le défi ici était celui de la mémoire. Pour passer, le héros devait parcourir le chemin sinueux jusqu'au centre du jardin sans succomber à l'attrait de l'ignorance. Les fleurs chuchotaient des promesses d'une vie sans douleur, sans regret, sans le fardeau d'un passé. Alors que le héros marchait, les chuchotements devenaient non plus forts. Une rose argentée offrait d'effacer le souvenir d'une perte douloureuse. Un lys lumineux promettait d'apaiser la piqûre de l'échec. C'était une offre tentante. Pourquoi porter de telles choses lourdes? Pourquoi ne pas les laisser ici pour qu'elles se transforment en quelque chose de beau, mais de vide? Le héros devait activement s'accrocher à ses souvenirs, les bons comme les mauvais. Il se souvenait des leçons tirées de l'échec et de la force acquise en survivant à la perte. Il comprenait qu'oublier, c'était perdre une partie d'eux-mêmes, devenir une coquille belle mais creuse. Leurs souvenirs étaient les briques qui les avaient construits. Ils traversèrent le brouillard séduisant, leur propre identité servant de bouclier contre le doux poison du jardin. Au centre, un seul arbre ancien se dressait, ses feuilles faites d'or chatoyant. Il n'offrait pas de prendre des souvenirs, mais de les sauvegarder. En touchant son tronc, le héros affirma son choix de se souvenir, et la magie somnolente du jardin recula. Un nouvel escalier apparut, s'enroulant autour du tronc de l'arbre. L'étage suivant attendait. La bibliothèque des mots inversés. Ici, d'innombrables livres tapissaient des étagères qui s'étendaient dans une obscurité impossible au-dessus. Les livres étaient écrits à l'envers. Leurs histoires racontaient de la fin au début. Le défi était celui de la compréhension. Pour trouver le chemin à suivre, le héros devait apprendre à lire les textes inversés. Il devait voir l'effet avant la cause, la réponse avant la question. L'histoire d'un royaume déchu commençait par ses ruines et se terminait par la décision fatidique qui causa son effondrement. C'était une leçon de perspective, enseignant au héros que chaque résultat a des racines, chaque conclusion un point de départ. Il devait démêler les fils complexes de la causalité pour comprendre le monde non comme une histoire linéaire, mais comme une tapisserie complexe. La bibliothèque testait leur sagesse et leur capacité à voir le monde d'un point de vue différent, à trouver la vérité dans l'absurdité apparente. Au sommet de la bibliothèque, après avoir déchiffré la dernière vérité inversée, le héros trouva la dernière porte. Elle menait à la chambre finale, le cœur de l'écho. Cette pièce était radicalement différente des autres. C'était une chambre simple et circulaire, vide à l'exception d'un miroir unique et impeccable qui se tenait au centre. Il n'y avait pas de monstre à combattre, pas d'énigme à résoudre. Le miroir ne reflétait pas l'apparence physique du héros. Au lieu de cela, il montrait leur peur la plus profonde, leur regret le plus profond, leur honte cachée. Il montrait la partie d'eux-mêmes qu'ils avaient essayé d'oublier, l'écho qu'ils avaient passé leur vie à essayer de faire taire. L'ennemi final était leur propre reflet. Le reflet n'était pas hostile, il n'attaquait pas. Il se tenait simplement là, une incarnation parfaite de la tourmente intérieure du héros. C'était la peur de ne pas être assez bon, le souvenir d'un mot cruel prononcé avec colère, la honte d'un acte lâche. Pendant un instant, le héros ressentit l'envie de briser le miroir, de fuir, de nier l'image devant eux. Mais les leçons des étages inférieurs résonnaient dans leur esprit. Ils avaient traversé le temps brisé, rejeté l'oubli et trouvé la sagesse dans l'inversion. Ils savaient ce qu'ils devaient le faire. La tour n'était pas une prison pour ses échos, mais un sanctuaire. Avec une profonde inspiration, le héros s'avança. Ils ne combattirent pas le reflet. Ils ne se détournèrent pas. Au lieu de cela, ils tendirent la main et l'embrassèrent. Ils acceptèrent la peur comme faisant partie de leur courage. Ils acceptèrent le regret
comme faisant partie de leur sagesse. Ils acceptèrent la honte comme faisant partie de leur humanité. Dans ce moment d'acceptation de soi, complète et totale, le reflet sourit et se dissipa en lumière, fusionnant avec le héros. Le miroir scintilla et devint une fenêtre transparente, révélant une vue imprenable sur le monde extérieur, maintenant baignée dans la douce lumière d'une nouvelle aube. La tour avait été gravie. Son but n'était pas d'emprisonner, mais de guérir. En acceptant leurs propres échos, le héros s'était guéri. Et ce faisant, ils avaient envoyé une onde de guérison dans le monde. La forêt oubliée commença à s'animer d'une nouvelle vie, et une douce lumière se répandit sur la terre, la réveillant d'un long et triste sommeil. Le héros n'avait pas conquis la tour des échos, ils avaient appris à l'écouter, et en écoutant son histoire, ils avaient enfin, vraiment, trouvé la leur. Le monde était libre parce que son héros était enfin libre de lui-même.